Mesdames et messieurs de la presse, avant tout propos, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour votre présence à cette conférence de presse qui témoigne de l'importance du sujet qui nous réunit ce jour, 15 novembre 2022. Il s'agit précisément d'échanger autour du bilan à mi-parcours de l'organisation des concours de la fonction publique session de 2022. De manière spécifique, elle vise non seulement à évoquer les difficultés rencontrées, mais aussi à indiquer des mesures envisagées pour une meilleure organisation des concours des sessions à venir. Mesdames et messieurs de la presse, conformément aux attributions des membres du gouvernement, le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière de fonction publique, de travail, de relations professionnelles de protection sociale. À ce titre, il veille, entre autres, aux réformes relatives à la modernisation de l'administration publique. En matière de fonction publique, mon département est notamment chargé du recrutement des agents publics pour pourvoir aux besoins en ressources humaines des structures centrales et déconcentrées de l'administration publique. Cette mission est dévolue à l'Agence générale de recrutement de l'État AGRE, principalement chargée de l'organisation des concours et examens professionnels de la fonction publique, en collaboration avec les différents ministères et institutions bénéficiaires de ces recrutements. En rappel, le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 11 mai 2022, a autorisé le recrutement de 5 293 postes en concours professionnel et de 6 069 postes en concours direct. Ces mesures gouvernementales ont été prises dans un contexte de crise sécuritaire, sanitaire et humanitaire que traverse notre pays. Au passage, il y a lieu de relever que l'organisation des concours de cette section a connu des semaines de tractation au vu des contraintes budgétaires imposées par la crise sécuritaire et humanitaire avant sa validation en Conseil des ministres. Pour l'organisation des 10 concours autorisés, des efforts ont été énormément consentis à travers la mobilisation des ressources tant humaines, matérielles que financières, afin de garantir un franc succès aux différentes activités liées au concours de la présente session. La présente conférence de presse organisée par le ministère en charge de la fonction publique vise le respect des principes de transparence et de redevabilité. Aussi, est-il nécessaire pour moi de porter à votre connaissance que dès le lendemain de ma première prise de fonction, le 9 mars 2022, il m'a été annoncé la perte de 9 ordinateurs portables dans la salle de scannage des copies. Encore, le 5 mai 2022, il a été constaté de nouveau la perte de 2 ordinateurs portables dans la salle de traitement des résultats à l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. Pour toute fin utile, les enquêtes sont en cours pour situer les responsabilités. Ces pertes suscitent des interrogations légitimes, dans la mesure où cela ne semble pas être des faits anodins. Néanmoins, il convient de préciser que ces ordinateurs contenaient certaines données déjà sauvegardées, liées au concours des sessions passées et non des données de la présente session. Mesdames et messieurs de la presse, avant le début des inscriptions au concours de la session de 2022, des travaux d'amélioration de la plateforme e-concours ont été effectués sur la demande du prestataire accrédité par l'État
depuis l'année 2019, aux fins de garantir non seulement la fluidité de la dite plateforme, mais aussi la sécurité des données. Ainsi, l'écart du temps mis entre l'autorisation de recrutement et le 11 mai 2022 et l'ouverture effective des 10 concours, le 19 juillet 2022, soit 2 mois et 8 jours, s'explique par le fait que le prestataire assurait la maintenance des plateformes. Entre parenthèses, inscription en ligne, composition en ligne et correction électronique. Malgré donc les supposées améliorations qui ont non seulement engendré le grand retard dans le début effectif des concours, nous constatons que la qualité de la prestation rendue a été beaucoup décriée par les bénéficiaires. Avant le début des travaux, il faut aussi noter que nous avons été confrontés à un surenchérissement des prix proposés par le prestataire. Le montant initial proposé était de 1,5 milliard de francs CFA. Il était de 595 millions en 2019 et de 377 millions en 2021. Et il a fallu des négociations âpres pour arrêter le montant à 390 millions. Cette négociation et la conclusion du contrat nous ont aussi pris au moins 2 mois. Mesdames et messieurs des médias, à l'issue des inscriptions exclusivement faites en ligne, du 20 juillet au 11 août 2022, il a été enregistré 2 415 753 candidatures contre 1 385 853 candidatures en 2021, soit un taux d'accroissement de 74,31%. Cependant, il convient de relever que malgré les efforts consentis par l'État, il a été constaté que les candidats ont eu des difficultés lors des inscriptions en ligne, toute chose qui a eu un impact sur la suite de l'activité de l'administration des épreuves des concours. Mesdames et messieurs de la presse, le 29 août 2022, l'ancien Premier ministre de la Transition, son Excellence M. Albert Ouedraogo, avait officiellement donné le top départ des compositions en ligne à l'ENAM. 40 567 candidatures ont été enregistrées, dont 24 401 ont composé en ligne pour 144 concours professionnels du 29 août au 17 septembre 2022. Aussi, je voudrais saisir cette occasion pour remercier vivement la Commission électorale nationale indépendante qui nous a encore accompagnés cette année avec un important lot d'ordinateurs, ce qui a fait passer notre parc informatique de 350 à 1050 ordinateurs. J'adresse de même mes salutations sincères au ministère en charge de la transition digitale et des communications électroniques et de l'économie et des finances pour leur collaboration et soutien considérable. Cependant, force est d'indiquer que malgré les nouvelles acquisitions, le problème de double flux a été observé lors de l'administration des épreuves en ligne de certains concours professionnels en raison des pannes techniques, mais surtout de la non-opérationnalisation de tous les ordinateurs initialement prévus à cet effet. Quant aux autres concours professionnels déconcentrés du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, l'administration des épreuves a eu lieu le 18 septembre 2022 dans les 13 chefs-lieux de région. En outre, les compositions des examens professionnels du MENA-PLM ont été faites le 20 septembre 2022 dans les 45 chefs-lieux de province. Celles des examens professionnels de la santé humaine et animale se sont déroulées le 25 septembre 2022 dans les différents districts sanitaires. Mesdames et messieurs, en ce qui concerne les concours directs, 2 106 962 candidatures ont été enregistrées pour 92 concours ouverts. Dans la dynamique des innovations du e-concours, il a été administré en ligne cette année, du 19 au 23 septembre 2022, 10 concours directs contre 2 en 2021. Les résultats d'admission de ces concours composés en ligne ont déjà été publiés. Quant aux 82 autres concours directs, les compositions ont été effectuées du 22 septembre au 4 octobre 2022 pour 78 concours à épreuves à questions à choix multiples dans les 13 chefs-lieux de région. Par la suite, 4 concours directs à épreuves classiques ont été composés les 8, 9, 15 et 23 octobre.
2022 dans le centre unique de Ouagadougou. Cette année, il importe de relever qu'au niveau de l'administration des épreuves écrites, les compositions ont été faites le matin et le soir dans la dynamique de gagner en temps et en vue surtout de diligenter non seulement les résultats, mais aussi de permettre aux écoles et centres de formation professionnelle d'effectuer à bonne date leur rentrée scolaire. Aussi, est-il nécessaire de relever la déconcentration effective de l'activité du scannage des copies des candidats dans les 12 autres chefs-lieux de région en vue de désengorger cette activité jadis menée uniquement à Ouagadougou depuis l'année 2018. Mesdames et messieurs, au demeurant, il reste en instance 73 concours directs à épreuve AQCM, 4 à épreuve classique dont les résultats sont en attente et 14 concours professionnels déconcentrés pour le compte du ministère en charge de la santé humaine et animale et de l'éducation nationale. En sus, il reste la correction électronique de 4 examens professionnels relevant du ministère en charge de la santé humaine et animale. Quant aux 2 examens professionnels du ministère en charge de l'éducation, les résultats sont en cours de délibération. Mesdames et messieurs, suivant le chronogramme prévisionnel du déroulement des opérations des concours et les acquis qu'offre la gestion numérique des concours, tous les résultats devraient être disponibles à ce jour. Cependant, force est de constater toujours un retard lié à la correction électronique des copies des candidats. Cette situation résulte d'un problème technique soulevé par les prestataires commis à cette activité par l'État. En tout état de cause, mon département envisage des actions, tant au plan administratif que juridictionnel, afin de situer les responsabilités. Mesdames et messieurs, pour assurer l'opinion nationale et préserver les droits des candidats, mon département envisage des actions suivantes, indépendamment de la plainte déposée le 11 novembre 2022 auprès du procureur pour situer les responsabilités avec toutes les conséquences qui en découlent. Et je cite, premièrement, un bilan sans complaisance au cours du mois de novembre des moyens humains matériels, financiers et organisationnels des concours. Deuxièmement, un audit complet sur la plateforme e-concours. Troisièmement, une réflexion urgente sur la réappropriation de la plateforme et sa gestion domestique par nos techniciens. D'ores et déjà, je tiens à saluer la patience des candidats. Je puis les rassurer, en ce qui me concerne, que toutes les dispositions sont prises pour parer à toute éventualité et faire prévaloir la justice et la crédibilité sur les résultats des examens et concours. Aussi, voudrais-je saisir cette occasion pour féliciter les candidats déjà déclarés admis et encourager ceux en attente de leurs résultats. En sus, je rappelle l'attachement de mon département au strict respect des principes d'équité et de transparence dans l'organisation des examens et concours pour garantir l'intérêt national. Pour terminer, j'invite tous les acteurs engagés dans l'organisation des examens et concours à davantage s'investir et rester vigilants dans ce service pour pourvoir aux besoins réels de l'administration publique. Cela en ce sens que la qualité du travail dans l'administration étant surtout liée à la qualité de ses hommes. Je salue particulièrement les forces de défense et de sécurité qui nous accompagnent quotidiennement dans l'exécution de cette mission d'État en dépit du contexte de défi sécuritaire. Mesdames et messieurs les journalistes, en termes de perspective, mon département s'inscrit entre autres dans les démarches en vue d'accroître son parc informatique et à la valorisation de l'expertise publique nationale pour gérer les ressources informatiques internes. Ma première question est de savoir, à un mois de votre absence, Monsieur le ministre, tout semble s'écouler derrière vous. Cela ne laisse-t-il pas entrevoir des problèmes dans le choix de vos hommes qui devraient assurer la continuité? Des rumeurs circulent qu'il n'y a pas eu suffisamment de communication entre les différents acteurs de la chaîne. Et si cela est avéré, est-ce que ça n'a pas joué au bon fonctionnement de l'administration des concours? La troisième question. Les années antérieures, nous voyons des vidéos explicatives circuler pour montrer comment la plateforme fonctionne, comment les candidats devraient s'inscrire. Et cette année, ça n'a pas été le cas. Et plusieurs candidats n'ont pas pu s'inscrire. Pourquoi? La quatrième question. Monsieur le ministre, vous vous êtes offusqué du retard dans les délibérations des résultats des concours directs. Et cette sortie a soulevé une polémique visant à faire croire
qu'il y a des étrangers qui gèrent e-concours. Dans votre déclaration, vous avez fait cas de cela. Et est-ce qu'on peut avoir la nationalité de ces prestataires, si possible? La première est de demander au ministre si toutefois il peut revenir sur ce qui s'est passé réellement à ce qui concerne ces comportements qui jusque-là alourdissent les résultats. Et la deuxième est de savoir est-ce que les responsabilités, le ministre a déjà des soupçons sur les principaux responsables de ces pratiques malsaines. Et la troisième question est de savoir est-ce que ces comportements peuvent porter préjudice sur l'admissibilité de certains candidats. Est-ce que vous faites confiance à l'externalisation de la gestion de la plateforme par des acteurs basés hors du pays? C'est-à-dire qu'on manque de compétences au Burkina. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de trafic de résultats? Qu'est-ce que vous allez faire? L'annulation des concours, il faut les prendre. Qu'est-ce que vous faites? Et également, il y a une question de temps dans cette histoire. Bientôt, nous serons en 2023 et nous savons très bien que les candidats doivent être formés. Et si les résultats ne sortent pas à temps, ça va jouer sur la formation. Quelles sont les stratégies que vous déployez déjà pour envisager la formation? Monsieur le ministre, quelle est la responsabilité de la sécurité quand on sait que on s'est bien gardé, on ne peut pas s'aventurer sur les ici et là? Quel est le niveau de responsabilité de la sécurité? Et j'imagine que l'enquête a été confiée à la sécurité. Est-ce que vous y croyez, frère? On parle de l'audit du concours. Est-ce qu'on n'aurait pas dû le faire avant cette session quand on sait que les effectifs ont dû s'augmenter? Et la question qui carole les esprits sur tous ceux qui ont composé, on a 113 concours directs à l'attente de publication et 14 concours professionnels. Monsieur le ministre, à cette conférence de presse, vous aurez bien voulu le calendrier. L'impact des ordinateurs volés sur le processus de correction et de délibération des concours. La deuxième, je voudrais savoir pourquoi il n'y a pas eu de recrutement de médecins cette année. Il y a le journal Le Quotidien qui en avait fait cas, où on parlait même déjà des suspicions de fraude, où des candidats ont composé et il y avait des candidats qui étaient dehors, d'autres ont fini, ils courtoyaient ceux qui n'avaient même pas composé déjà encore pour aller composer encore. Est-ce que vous avez appris cette situation et quelles sont, voilà, à son temps, des mesures que vous avez engagées pour, en tout cas, donner de la crédibilité? Parce que quand on voit ça aussi, bon, ça ne rassure pas. Bon. Voilà. Maintenant, pour terminer, on se rappelle encore que la composition de certains concours est intervenue au moment du coup d'État. Voilà. Vers la fin du 29 et quelques, on pensait qu'il y allait avoir une décision du fait qu'il y avait des perturbations dans la ville. Beaucoup de candidats n'ont pas pu effectivement prendre part à certains concours. Voilà, quelle est votre appréciation sur cette situation-là? Au regard de ce qu'on peut se permettre d'appeler un recul, on a le sentiment que vous jetez certains de vos collaborateurs en pâture au lieu d'assumer vos responsabilités. Qu'en pensez-vous? La seconde question, évidemment que l'organisation de concours requiert de l'expérience et de l'expertise. Et bien des personnes, évidemment avec qui nous avons échangé, pensent que vous n'avez pas écouté vos collaborateurs pour l'organisation des concours qui sont les plus vertueux. Vous avez plutôt agi à votre façon. Et quel est le problème? Pour continuer avec les difficultés que vous avez rencontrées cette année, est-ce qu'il n'y a pas eu de soupçon de communication au niveau de la chaîne d'organisation? Et pour finir, un manque de compréhension dans la définition du rôle avec les experts nationaux. Qu'en dites-vous? Et étant donné que nous avons le devoir d'informer l'opinion, et l'opinion est dans son droit, et vous aussi dans votre devoir professionnel, par le canal par lequel on atteint l'opinion, on va mettre l'attitude administrative qui nous est généralement impactée dans l'administration de côté. Il faut être pratique. Donc, c'est pour dire que les éléments de la presse ne vont pas bouger.
le ministre va céder sa place pour qu'aucun collaborateur n'ait à murmurer un mot. Et que vous aussi, vous ne dites pas que vous n'avez pas compris. Ou que la transcription a été faite parce que c'est le mot que vous auriez dû entendre. J'invite les collaborateurs, je vais me déplacer, vous allez venir prendre ma place. En fonction des questions que vous devez répondre, il faut être précis et concis. Donc, je vais céder ma chaise à STGVAP, le technicien. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées. Il va répondre. Après le STGVAP, on va passer au DG de l'AGRE. Il passera à répondre à un certain nombre de questions qui sont adressées, auxquelles il peut répondre. Et après lui, il y aura le secrétaire général du ministère. Et après le secrétaire général du ministère, il y a le directeur de cabinet. Et après le directeur de cabinet, moi-même, je reviendrai pour terminer. Concernant en fait les données qui étaient dans les ordinateurs volés, ces données n'impactent pas le processus en cours, donc pas d'inquiétude à ce niveau. Pour ce qui concerne la nature du problème réel, il y a une question qui a été posée en rapport à ce volet. Comme vous l'aurez constaté, entre la session de 2021 et puis 2022, les feuilles de composition ont légèrement évolué. Quand nous avons fait le scannage, nous avons commencé en fait la correction. Nous avons déjà une plateforme que nous avons utilisée pour la correction électronique pour la session de 2020 et 2021. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements par rapport aux feuilles de composition de cette année. Donc dans l'urgence, nous avons dû développer une deuxième plateforme rapidement. Et les résultats ont commencé en fait à sortir. Effectivement, nous accusons d'un gros retard, mais c'est surtout ce qui a fait que nous avons accusé en fait ce retard dans la sortie des résultats. Aujourd'hui, avec la nouvelle plateforme que nous avons développée, les feuilles se présentent telles quelles. Donc automatiquement sur les feuilles de composition des différents candidats, la machine décode le numéro récépissé, met le nom, le prénom, les informations du candidat directement, et puis la note, le total, et ainsi de suite. Donc ce qui nous permet aux différents jurys de délibération de pouvoir faire les vérifications beaucoup plus rapidement, et le tout guidé par le principe de transparence, le principe d'équité. Il faut que l'on s'assure que toutes les copies qui sont parvenues à notre niveau sont effectivement corrigées. Donc c'est dans le souci vraiment en tout cas de bien faire, et qu'à n'importe quel moment, s'il y a besoin de vérification, nos équipes techniques qui soient là, qu'on puisse ressortir la copie en fait, du candidat pour qu'il n'y ait pas en fait, de débat possible. Pour la session de 2020, effectivement, avant les inscriptions, il y avait des vidéos qui ont été réalisées. 2021 aussi. Cette année 2022, malheureusement, les travaux, comme M. le ministre l'a si bien dit, a eu une période, il fallait en fait apporter des améliorations, et que, voilà, entre-temps, nous étions dans l'urgence. On n'a malheureusement pas pu en fait reproduire la vidéo pour pouvoir les poster. C'est une réalité, c'est une insuffisance que nous reconnaissons. Et nous visons au plus tard la fin de ce mois, la fin du mois de novembre, pour finaliser tous les résultats. En ce qui concerne la gestion des flux, des candidats qui composent à un instant donné et d'autres qui entrent aussi dans la salle. Monsieur le ministre d'État, il s'agit d'une application du décret, cette disposition réglementaire qui prévoit qu'en fonction des effectifs et du parc informatique, l'administration se réserve le droit de faire des passages de composition en ligne en termes d'innovation. Dans l'application de cette disposition réglementaire, il nous est arrivé de constater que il y a un groupe qui compose et par la suite d'autres reviennent. Des consignes ont été communiquées clairement, précisément
aux candidats. Il n'y a pas de communication. Nous attendons des preuves que des candidats ont eu à communiquer dehors. Et de toute façon, les textes sont clairs, les textes sont précis en la matière. Tout contrevenant aux dispositions s'expose à des sanctions disciplinaires, des sanctions, voire pénales. À ce niveau, nous attendons des preuves et certes, il faut reconnaître qu'en fonction de notre capacité d'accueil, il y a eu des flux de passage. Toujours est-il que l'administration attend des preuves. Monsieur le ministre d'État, à ce qui me concerne, c'est essentiellement cette question. Une autre est que, pourquoi rectifier des communiqués? Je voudrais juste profiter de la pertinence de cette question pour indiquer que l'admission au concours jusqu'à l'intégration ou le reclassement, lorsque le concours est suivi de formation par exemple, nous avons au niveau de notre département un acte réglementaire qui consiste à aller même valider les résultats même après les admissions. C'est pour vous dire que le contrôle sur les admissions, le contrôle est permanent à tout moment. Vous êtes admis sous réserve de contrôle approfondi. Oui, ce contrôle s'exerce même étant à l'école. Nous partons vérifier, valider les inscriptions dans les écoles. Les pièces originales, les pièces fournies par les candidats qui ont servi à une validation, qui ont permis de valider son admission, sont encore contrôlées une fois quand le candidat est admis, par exemple, à l'école. Nous demandons les papiers originaux. Il dit qu'il a tel diplôme, nous avons regardé le diplôme, on demande l'original du diplôme. C'est pour vous dire que lorsqu'il y a un élément nouveau qui se présente à l'administration, il va sans dire que s'il y a une preuve, il y a une raison, le communiqué se rectifie, se modifie. Nous avons commencé la composition des concours. Vous avez vu, le ministre l'a dit déjà, nous avons essayé de proposer la composition matin et soir pour rattraper le temps perdu parce que finalement nous avons commencé l'organisation des concours en juillet. Nous avons aussi entendu que pendant ce temps, il y a eu des suspicions, des fraudes que nous avons peut-être commencé. C'est des lectures que nous avons eues et que bon, c'est à l'issue de ça que les ordinateurs ont disparu. Le ministre l'a dit tout de suite, les ordinateurs ont été volés depuis le mois de mars et de mai. Nous avons commencé les concours à partir du 19 juillet. Donc, pour répondre à la question qui dit que est-ce que le vol a un impact sur nos résultats, c'est les ordinateurs de scannage, on a dit c'est les ordinateurs qui contiennent des données des années précédentes. Nous avons nos données actuelles, le technicien l'a confirmé. Nous pensons qu'il n'y a pas un impact, le vol n'a pas un impact sur nos résultats session 2022. Ça, le technicien vous l'a dit tout de suite. Pour ce qui est de la composition pendant le coup d'État, le premier jour, c'est-à-dire le vendredi, on est tous les Burkinabés, c'est au matin que on a tous entendu ce qui se passe. Ceux qui sont sortis pour aller dans les centres, ils ont dû voir des mouvements pas comme d'habitude. Nous nous sommes rendus compte que les candidats étaient venus, les organisateurs étaient là, et nous avons également l'équipe, je vous dis déjà que l'équipe qui est chargée d'organiser les concours, nous avons aussi les éléments de la sécurité, c'est de la gendarmerie et la police. Donc ça nous servait pour avoir des informations. Et dès le lendemain, dès qu'on a convoqué les secrétaires généraux, vous avez tous entendu, on a dit vaquer à vos occupations, ce que vous avez commencé, il faut les terminer.
nous avons pris le soin de faire le point de ceux qui ont effectivement participé au concours et ceux qui étaient aussi absents. Nous avons pris le point de peser les deux. Et on s'est rendu compte qu'il y avait plus qui ont participé au concours. Donc pour dire que c'est pas, on n'a pas pris la décision, on a juste demandé et que les autorités ont dit vaquez à vos occupations. Donc on ne peut pas faire, nous on a décidé que si on nous donne l'accord, nous allons composer. Quand le technicien a fait la correction, il s'est rendu compte qu'effectivement il y avait des copies qui étaient difficiles à déchiffrer. C'est là qu'il est sorti pour dire qu'il y avait des copies qui n'ont pas été bien scannées. Je ne sais pas comment vous voyez comment on fait le scannage. Si vous disposez un peu, vous ratez les choses. Et ça, toutes les copies où on a dit qu'il y avait des difficultés ont été répertoriées et le scannage a recommencé. C'est pour cela qu'il vous dit qu'actuellement nous avons commencé. C'est pour cela que nous avons 6 résultats et les autres aussi vont arriver incessamment. Donc le scannage a été repris. S'il y a eu, ce n'est pas des difficultés, ce n'est pas toutes les copies. Il y a certaines copies qui n'ont pas été bien disposées. Donc le scannage a fait que la plateforme n'arrivait pas à déchiffrer certaines données des copies. Donc nous avons repris à la demande des techniciens, nous avons repris le scannage de ces copies et aujourd'hui c'est ça qui nous a permis d'avoir les 6 résultats et bientôt, et comme il a annoncé, d'ici la fin du mois, on aura aussi les autres résultats. Nous avons eu des difficultés sur la plateforme et les techniciens ont travaillé pour dire exactement les copies. En réalité, c'est le scannage qu'on a repris. Et nous pensons qu'il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de mise en cause sur ces résultats. Parce qu'il y en a qui parlent de fraude. Je vous dis que, sans pour autant connaître tout, c'est un dispositif qui est là, qui organise les concours. Ce n'est pas un seul individu, ce n'est pas 2 personnes, ce n'est pas 10 personnes, c'est plus que ça. Bon, je ne sais pas si on va être en association pour mettre des choses dedans, pour vous rassurer que ce n'est pas le cas. Donc, pour faire ce que les uns et les autres disent, oui, bon, il y a des suspicions de fraude, il va falloir convaincre au moins 100 personnes dans l'organisation. Moi, je suis à la fin, je fais la signature par délégation du ministre d'État. Je fais la signature. Mais il y a plusieurs équipes qui font le travail. Voilà. Pourquoi ne pas faire l'audit avant l'organisation des concours? Bon, quand vous prenez un système, vous dites, écoutez, ça va. Mais par la suite, nous avons eu beaucoup de difficultés que le ministre a données dans sa déclaration. C'est à partir de maintenant que nous pensons qu'il faut regarder et comment est-ce que nous allons internaliser cette plateforme qui va être gérée au niveau national. Et là, nous allons maîtriser et tout. Donc, on se rend compte que il faut qu'un audit soit fait comme le ministre l'a annoncé pour voir exactement dans quelle direction il faut aller. De façon globale, ce qu'on peut dire est que d'abord, normalement, cette année, il ne devait pas avoir de concours. Il ne devait pas avoir de concours parce qu'effectivement, au niveau du gouvernement, on avait estimé que la situation était assez grave et qu'effectivement, on devait travailler effectivement à tout mettre dans l'aspect sécuritaire. Mais monsieur le ministre d'État ici présent a pu, par son leadership et par effectivement ces relations qu'il a pu quand même avoir avec ces différentes autorités, permettre l'effectivité de ce concours. Je pense au début, lorsque le dossier est allé en conseil des ministres, le dossier avait été d'abord rejeté premièrement, parce que tout simplement il fallait aller vers le terrorisme, lutter contre le terrorisme, et effectivement avoir les moyens pour lutter effectivement contre cette lutte terroriste. Et monsieur le ministre a pu quand même travailler dans ce sens pour qu'on puisse quand même avoir lancé le concours. Ça c'est vraiment un premier élément à donner. Ensuite, sur la question des concours, notamment la plateforme et autres. Je pense que la question du e-concours a commencé depuis 2014. 2014 que les concours ont commencé sur ce format en griffe. Parce que nous avons en 2014 l'inscription en ligne et effectivement c'était uniquement la version et correction en ligne qui n'existait pas. Et le travail était bien fait
Mais maintenant, en 2019, que nous avons observé effectivement que le système dont les gens parlent actuellement, la question de l'envoi du système à l'extérieur a été opérationnalisée. Donc c'est dire tout simplement que cette affaire d'envoi du système à l'extérieur n'a pas commencé cette année, ça a commencé depuis 2019. En 2019, nous avons eu le premier contrat, ensuite 2020, le deuxième contrat, 2021, le troisième contrat, et nous sommes en 22 cette année, et nous avons le quatrième contrat. C'est toujours avec le même prestataire. Le même prestataire, les gens ont demandé un peu la nationalité. Non, ce n'est pas un étranger. Voilà. En son temps, on avait dit effectivement qu'il était important et d'envoyer vraiment, ou de faire participer l'expertise nationale qui se trouve un peu à l'extérieur, c'est-à-dire la diaspora. Et c'est en cela, effectivement, on a pu transmettre vraiment ces données à ces experts qui sont un peu au niveau international, qui ont effectivement fait le travail. Donc, quand on regarde un peu le temps mis, d'abord, il y avait le coup d'État qui est survenu en janvier, alors que le processus du concours, normalement, doit commencer en octobre ou en septembre même de l'année N-1. Ça veut dire que si on veut commencer les concours de l'année prochaine, à partir de cette année, on doit commencer les prévisions et autres. Mais quand le ministre a été installé, c'était en quoi? C'était en mois de mars. Et quand on devait commencer les concours, c'était à quel mois? C'était au mois de mai. Donc, de façon opérationnelle, c'était différent, c'était difficile pour nous de repartir avec un autre prestataire. Donc, il fallait travailler effectivement avec le même prestataire pour qu'on puisse avancer et avoir les concours, en griffe, même si ce n'est pas à bonne date, qu'on puisse avoir les concours. Parce qu'on connaît effectivement la réalité vraiment de la jeunesse. On voit effectivement comment est-ce que les jeunes triment pour avoir les emplois. D'autant plus que vous avez l'effectif cette année. Nous avons un vivier de près de 2 millions de personnes qui ont pu composer à ces concours. Donc, par rapport au nom du prestataire, ce n'est pas à cacher. Nous, on est là, on ne cache rien. D'autant plus que quand nous sommes arrivés avec l'actuel prestataire, c'est dire que l'actuel prestataire n'avait même pas vent des différents contrats qui étaient signés les années passées. Il n'avait pas vent de cela. Et il a demandé effectivement d'entrée de jeu qu'il puisse quand même lui être reversé les différents contrats. Et on l'a fait. Et cette année, quand on a signé le contrat avec lui, c'était avec son entreprise, voilà, Dejimation, ça c'est l'entreprise. Et comment ça s'appelle le prestataire? C'est M. Moïse Wenkuni Convolvo, qui est actuellement au Japon. Voilà. Donc c'est dire qu'avant, le circuit était géré effectivement par des gens qui sont à l'extérieur. Il y avait non seulement M. Convolvo, mais aussi il y avait d'autres prestataires qui étaient au Canada et autres. Donc c'est eux qui faisaient le travail. Mais cette année, uniquement, c'est M. Convolvo qui a la charge, voilà, la gestion vraiment de cette plateforme. Donc voilà l'information que je pourrais quand même donner à ce niveau. Par rapport à la question de la responsabilité des acteurs, nous, monsieur le ministre ici, ne peut pas dire en tant que tel aujourd'hui qui est responsable de ceci ou cela. Non, il ne revient même pas à monsieur le ministre de le faire. Nous avons dit clairement qu'il y a un bilan qu'on va faire, un bilan à mi-parcours. Et ce bilan est prévu pour la fin de ce mois. À la fin de ce mois, nous allons faire un bilan à mi-parcours de tout le concours. On va interroger non seulement les aspects organisationnels, matériels, humains et financiers. Tout sera interrogé. Et à cela, maintenant, on pourra quand même avoir les éléments pour nous donner un peu la ligne à tracer, voilà, pour la suite des travaux. En dehors de ça, nous avons aussi la question de l'audit. Un audit, ce n'est pas en 2 jours, 3 jours, 4 jours. Et en cela, ce que j'ai à donner comme réponse, naturellement, comme je l'ai dit tantôt, avec le temps qu'on avait, on ne peut pas quand même se donner ce privilège à aller dans un audit avant maintenant de lancer le concours. Peut-être que là, peut-être que c'est en 2024 qu'on allait organiser, alors qu'on avait cette pression aussi au niveau vraiment de nos jeunes frères qui attendaient les différents concours. Quand on dit qu'il n'y a pas eu de communication, ça aussi c'est trop osé. C'est très osé, parce que, comme vous le voyez très bien aujourd'hui, monsieur le ministre aurait dû s'accaparer de tout et puis faire la conférence de presse. Mais voilà qu'il a donné la parole à presque tous les acteurs, non seulement à AGRE qui a donné les éléments, STGVAP, le technicien maison, qui a donné les éléments, et ensuite le LGMM qui est chargé effectivement de la signature des différents communiqués et autres. Donc c'est dire que voilà un exemple de communication. Voilà. Donc au-delà de ça, quand on voit un peu même sur la page Facebook du ministère, mais chaque jour que Dieu fait, c'est de la communication qu'on fait avec les gens. C'est des rencontres qu'on fait avec les gens. Donc je pense que monsieur le ministre peut être taxé de tout, sauf de quelqu'un qui ne communique pas. Et sauf de quelqu'un effectivement qui ne donne pas quand même, qui ne met pas quand même tout le monde devant ses responsabilités. Il a toujours fait, il le fait et il le fera toujours. La question de la vidéo, c'est vrai, effectivement, on n'a pas pu avoir cette vidéo cette année. Mais naturellement, quand on voit un peu sur la plateforme des concours du ministère, c'est-à-dire non seulement la page du ministère, et même la page de l'AGRE, avant le début des inscriptions, on a pu donner tout le cheminement.
On a projeté tout, on a montré un peu aux gens, même si on n'a pas fait une vidéo, on a montré étape par étape comment est-ce que les gens peuvent s'inscrire et montrer effectivement tous les éléments aux gens. Et même la question même du paiement. Comment ça se fait, s'il y a des blocages, ainsi de suite. À chaque fois, il y a eu des communications, il y a eu des communiqués qu'on a eu à prendre pour qu'effectivement l'opinion puisse être quand même, comment ça s'appelle, formée et en griffe même être dirigée par rapport à ces éléments. Donc je pense que les éléments sont là toujours. Si on part sur la plateforme, on peut quand même voir ces différents éléments. La responsabilité de la sécurité, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour aller indexer une sécurité pour dire que c'est cette sécurité qui n'a pas fait son travail? Non. Nous avons dit qu'il y a des enquêtes qui sont en cours. Nous avons des forces de défense et de sécurité qui font des enquêtes actuellement. Voilà, sur effectivement la question du vol des ordinateurs. En dépit de ça aussi, nous avons dit aussi que nous avons déposé une plainte en bonne et due forme auprès de monsieur le procureur le 11 novembre passé. Donc tous ces éléments quand même nous permettent de dire effectivement que les responsabilités doivent être situées par ces personnes habilitées et pas nous. Nous ne sommes pas vraiment des juges ou nous ne sommes pas vraiment des OPJ pour aller dire qu'un tel est responsable devant un fait. Je pense que nous allons laisser tout le monde faire leur travail, voilà, pour qu'on puisse quand même avoir un état de droit bien construit. Y a-t-il pas de compétences pour l'organisation des concours? Non. Voilà, STJVAP, ici présent, un ingénieur rompu à l'art informatique. Non, cet élément, ce n'est même pas même à penser. Si aujourd'hui nous sommes là et nous ouvrons notre bouche, on dit qu'on n'a pas de techniciens pour gérer cette plateforme, vraiment ça sera malhonnête de notre part. Nous avons des techniciens chevronnés qui peuvent faire le travail. Et comme M. le ministre l'a dit dans la déclaration liminaire, nous allons travailler effectivement d'ici l'année prochaine qu'on puisse quand même avoir cette plateforme-là au niveau interne. Ça, c'est vraiment notre défi et ça, on va y aller. Maintenant, si effectivement au niveau des moyens financiers, on ne nous accorde pas les moyens financiers et autres, bon, on peut avoir la volonté et maintenant, s'il n'y a pas la volonté, et s'il n'y a pas maintenant les moyens financiers qui y suivent, ça, ce n'est pas de notre faute. Mais sinon, l'intention est déjà affichée. Nous avons dit, et quand on regarde, ce n'est pas uniquement au niveau des concours. Quand on voit certains éléments comme au niveau des CNB et autres, des données qui se retrouvent à l'extérieur, ce n'est pas intéressant. Un pays, pour être souverain, doit avoir quand même la maîtrise de ces différentes données. Voilà. Et là, nous n'allons pas marchander sur cela. Les concours de l'année prochaine, Inch'Allah, on va revenir vraiment vers le truc domestique. Au niveau de la formation, bon, est-ce que la formation va prendre un retard? Non, je pense qu'il y a eu des années où la formation a commencé en janvier et il n'y a pas eu de problème. Je pense que là, à notre niveau, comme on le dit, nous allons travailler vraiment dans la célérité pour que les résultats puissent paraître vite et bien. Voilà, c'est ça notre leitmotiv. Maintenant, par rapport à la formation, je pense qu'au niveau des écoles professionnelles et autres déjà, à travers notre structure, secrétariat permanent et de la coordination des écoles professionnelles, eux pourront quand même voir effectivement quelle est la date quand même qui sert pour naturellement garder vraiment cette formation intacte. Et là, je tiens véritablement à vous rassurer qu'il n'y a pas d'incidence véritable sur la formation. Parce qu'à chaque étape, à chaque élément, à chaque situation, les écoles pourront effectivement s'adapter, voilà, pour pouvoir mieux former les différents collaborateurs. Est-ce que les collaborateurs n'ont pas été écoutés? Non. Monsieur le ministre n'est pas un gestionnaire des ressources humaines. Monsieur le ministre n'a jamais organisé un concours. Et lorsque monsieur le ministre est arrivé, comme il a dit, il s'est entouré de compétences nécessaires pour effectivement travailler à cela. D'abord, quand il est arrivé, effectivement, il avait une compétence qui était déjà là et il a effectivement fait confiance à toutes ces compétences-là. Donc, pour cela, monsieur le ministre ne peut pas, on ne peut pas dire que monsieur le ministre n'a pas écouté les gens parce que, comme on le dit, lui, il a dit que le ministre, il est un coordonnateur. Il coordonne un peu les actions du ministère. Maintenant, il appartient effectivement à chaque technicien de faire son travail. Et je pense que les techniciens sont ici, là. Tout le monde a été mis devant son fait. Tout le monde a été laissé librement faire son travail. Et comme on le dit, nous, au niveau du ministère, ce qui a été fait de façon exceptionnelle, c'est la question des ressources financières. Parce que pour organiser même le concours, ça n'a pas été du jeu. Parce qu'en temps, on était bloqué financièrement et il a fallu effectivement que monsieur le ministre prenne son bâton de pèlerin pour pouvoir aller vers le ministre du Comité des Finances, pour pouvoir aller vers son excellent monsieur le Premier ministre et même le président du FASO, pour qu'effectivement on puisse quand même avoir les moyens pour permettre à ces techniciens de faire le travail comme il se doit. Donc, dire qu'effectivement monsieur le ministre n'a pas écouté les gens, ça c'est vraiment encore trop osé. Il faut vraiment relativiser les choses. Monsieur le ministre a donné toute la latitude aux techniciens de faire le travail et c'est ce qui a été fait. Et comme on le dit, s'il y a des problèmes maintenant, comme on le dit, après maintenant nous allons tirer les conséquences et voir maintenant ce qui va s'en suivre. Le degré de sincérité des concours, là, je peux effectivement vous rassurer sur la question de la crédibilité des résultats. Parce que comme on le dit, malgré le temps, parce que le temps qui est mis voilà, pour avoir les concours et pour avoir les résultats, c'est aussi des éléments de travail qui sont faits. Parce que quand le concours est lancé et qu'effectivement les résultats doivent sortir, nous avons d'abord un jury de délibération. Un jury de délibération composé de personnes compétentes qui font effectivement la vérification et le travail. Et en dehors de cela,
au niveau de la délibération de tous les concours, nous avons des représentants des candidats. Au niveau de tous les concours, sans exception. Tous les concours, nous avons des représentants des candidats qui participent à la délibération. Et quand ils participent à la délibération, lorsqu'il y a des préoccupations majeures et qu'ils veulent repartir effectivement sur des copies ou bien sur des éléments donnés pour effectivement éclairer les lanternes, on leur donne le temps nécessaire pour le faire. Donc je pense qu'à ce niveau, non seulement au niveau technique, les moyens sont mis, mais aussi au niveau humain aussi, nous avons tous les éléments aussi pour montrer effectivement que la crédibilité ne sera pas remise en cause. Je pense que là-bas, il n'y a rien à faire. Et monsieur le ministre a si bien dit, même si, parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux, on a vu certaines personnes qui disent qu'effectivement ils ont eu vent de ceci, qu'ils ont eu vent de personnes qui sont en train de récupérer les récipicés, ainsi de suite de autres. Je pense que les réseaux sociaux, bon, c'est un lieu où tout le monde peut dire ce qu'il veut. Mais maintenant, si tu dis ce que tu veux, au résultat maintenant, c'est à toi maintenant de revenir maintenant, effectivement, donner les résultats, les preuves. Et là, je pense qu'à ce niveau aussi, les forces de défense et de sécurité sont alertées et que, effectivement, tous ceux qui ont eu effectivement, à dire qu'ils ont eu vent, qu'il y a eu des gens qui ont pris les récipicés, ils vont nous montrer ces personnes. Parce que si c'est vrai, ces personnes seront châtiées. Et si ce n'est pas vrai aussi, les personnes aussi qui ont fait suivre aussi ces informations seront aussi châtiées aussi à la valeur qu'ils doivent. La question des médecins, pour en revenir sur la question, naturellement on a besoin de médecins. Rien que le samedi passé, nous avons appelé les médecins professionnels au niveau de la spécialisation qui sont venus faire le choix. C'est à l'EDAM ici même qu'ils ont fait le choix, voilà, pour les différentes filières de spécialisation. Donc c'est dire effectivement, après l'audit et de ces concours sur mesure nouvelle, naturellement s'il y a lieu de continuer avec ça, on va continuer. Il y a une question peut-être à laquelle il faut apporter davantage d'éclaircissement que parce qu'on soupçonne que j'ai jeté mes collaborateurs en pâture. Si on jette un collaborateur en pâture, c'est qu'il est jetable. Mais pour le moment, on n'a pas de preuves pour jeter un collaborateur en pâture. Et le DURCAB l'a dit, les lignées qui sont chargées d'indiquer, de situer les responsabilités sont en train de le faire. Si vous arrivez à un poste de responsabilité, si vous commencez à changer de but en blanc à tout renverser, c'est encore la même opinion qui dira que vous êtes venu faire de la chasse aux sorcières. Encore la même opinion qui viendra dire qu'on a tout raclé pour recommencer à zéro. On n'est pas dans cet esprit. Voilà pourquoi dans ma lettre comment dirais-je, de mission, pas de mission, ça veut dire le mot que j'ai prononcé le jour de l'installation, j'ai dit à l'ensemble des collaborateurs et tous les travailleurs qui sont au ministère, il ne faut pas servir bassolement. Il ne faut pas servir un ami de bassolement. Il ne faut pas servir la famille de bassolement. Il ne faut pas servir un groupe auquel appartient bassolement. Il faut servir le pays. Il faut servir la nation. S'il y a un papier qui passe devant vous, regardez si c'est pour complaire à bassolement, ne le signez pas. Faites vivre votre conscience. Et la fois dernière, j'ai dit à l'ensemble des collaborateurs encore, une chose est de venir monter le drapeau. Mais j'interpelle à ce que chacun lève le drapeau à tout instant dans sa conscience. Pas jouer au théâtre en venant monter un drapeau, tu tournes derrière le mur ou bien devant les dossiers, tu fais autre chose. Il faut que le drapeau soit dressé permanemment dans la conscience de tout un chacun. C'est ça qui est dit. Mais maintenant, quand vous arrivez, vous êtes avec une équipe, vous travaillez avec une équipe, ils peuvent les témoigner, je leur ai dit, confiance totale. Mais quand on dit confiance totale, c'est sur un certain nombre d'orientations et de missions. Qu'on arrête ensemble et on dit, voilà la mission, voilà la voie à suivre. Mais si on dit que la voie c'est vers Rodoko qu'on doit aller pour la mission, et que dans la collaboration tu te retrouves à Zabre Daga, ce que tu poses là-bas, moi, ne m'engage pas. Tu vas répondre. Parce que c'est pas sur ça, on s'est entendu. Il faut que ce soit clair. Mais justement, j'ai besoin, ou l'équipe a besoin, que ceux qui ont fait la formation d'identifier, ceux qui se sont retrouvés à Zabre Daga que d'aller à Rodoko, ce n'est pas à nous de les identifier. Il y a des gens qui ont fait la formation pour ça. Donc si on venait à dire que telle personne a posé tel acte, mais il va subir. Conformément à la loi, ce qui est prévu. Vous dites souvent, est-ce que les collaborateurs n'ont pas été choisis? Les difficultés qui ont été citées ici ont commencé bien avant même que je ne choisisse mes collaborateurs.
que ce soit le DIRCAP, que ce soit l'actuel secrétaire général, ils sont arrivés 1 ou 2 mois même après ma nomination. L'appel des ordinateurs, ce n'était pas à leur présence. Donc, ce n'est pas une question de ne pas avoir confiance à un collaborateur. Les difficultés n'ont pas commencé à leur présence, ce que je veux dire. Donc, par conséquent, la question, par exemple, des vidéos qui devaient être diffusées pour orienter les candidats. Si on vient, on dit à monsieur le ministre, ce qu'on avait fait l'année dernière, qui est positif, et on doit positiver, on doit sauvegarder. On doit répéter ça cette année. Mais il nous manque les ressources pour le faire. Et que le ministre ne s'investisse pas pour le faire, en ce moment-là, il porte l'entière responsabilité. Mais si tu fais le choix, parce que c'est lié au temps et c'est lié au matériel, et ce n'est pas fait, s'il y a des responsabilités à situer, ce n'est pas moi. Là, tu l'assumes. Ah, il faut que ce soit clair. Parce que ce qui fait mal aussi au Burkina, ce qui fait qu'on n'avance pas, c'est le fait qu'on manque souvent du courage de se dire la vérité. Si j'envoie quelqu'un en mission en tant que premier responsable, c'est sur la route tu as des difficultés, tu me les transcris. Et c'est à moi d'assumer. Si je ne les assume pas, la responsabilité m'appartient. Si tu arrives sur la route, il y a des difficultés, tu n'es jamais revenu, et tu prends une autre décision, mais tu assumes les conséquences de la décision. Je suis tout à fait d'accord. Donc, par conséquent, la question des vidéos, je salue ST, GEVAP, qui, devant vous, a eu le courage de dire que ça n'a pas été fait. Ils emportent l'entière responsabilité, mais c'est de faire en sorte que, en tout cas, les sessions à venir, là, ça ne se fasse pas comme ça. Voilà pourquoi ils ont parlé d'audit, du bilan, tout ça, ça sera fait. Pour voir, on va vers le sens de l'amélioration, pas pour reculer. Mais maintenant, la question, est-ce qu'on a échoué? Je ne pense pas pour l'instant. Dans la mesure où, comme le DIRCAP l'a dit, quand vous regardez, les concours, même avant de commencer les préparatifs, regardez, on est déjà pour 2023. Mais 2023, la note a été signée le 14 novembre pour commencer à demander aux différents ministères de faire l'expression des besoins. C'est 2023. On a commencé aujourd'hui 14 novembre. Et ça veut dire que dans les années normales, quand tu prends toutes les années passées, ce qui m'est revenu, le point qui m'a été fait, les concours, à partir de février, déjà les inscriptions commencent. Et les derniers résultats sont publiés généralement fin novembre. Ça veut dire qu'on n'est pas encore en fin novembre. Et encore, on n'a pas commencé en février, on a commencé, l'autorisation a été obtenue en Conseil de ministres le 11 mai. Mais ce n'est pas une raison pour dire que comme l'année dernière, on avait fini en fin novembre, et cette année, on n'a pas fini en fin novembre. Donc, il n'y a pas nécessité de craindre ou de se plaindre. Ah non. Soit on améliore ou on n'améliore pas. Pourquoi? Parce que les concours et puis les examens professionnels, il y a des agents qui sont en fonction qui les font. Quand on dit déjà professionnel, ça veut dire l'intéressé est déjà un travailleur. Mais un travailleur, en entendant qu'on lui dise qu'il a eu le concours, il est à un lieu fixe de travail. Il a une famille, il a des enfants. Il attend le résultat des concours pour pouvoir voir où est-ce qu'il doit aller faire sa formation, parce que ça peut induire à aller louer, comment dirais-je, un autre local. Il faut scolariser les enfants. Donc, tout ça là, ça fait de la pression et de l'impact sur les travailleurs. Voilà pourquoi l'objectif a été, même si on a commencé le 11 mai, on visait au plus tard le 15 octobre, on ne devait plus parler de concours. Ni de concours direct, ni de concours professionnel. Aujourd'hui, par exemple, quand on publie, on dit que quelqu'un a admis. Même si la rentrée aura lieu en janvier, regardez l'impact. Est-ce que les enfants qu'il a déjà scolarisés là où il est, il les enlève ou pas? Ça pose un problème de gouvernance. Donc on ne va pas mécaniquement dire, comme les autres organisés de février à fin novembre, et que la rentrée pouvait avoir lieu en janvier. Non. Soit on améliore ou on n'améliore pas. Or, il faut améliorer. Quand on parle de la vie chère, des difficultés des travailleurs, tout ça, là, ça fait partie. Quelqu'un qui se retrouve en train de courir de gauche à droite pour aller exécuter des choses par des lenteurs administratives, ce n'est pas acceptable. Surtout qu'on a été recruté, embauché, payé pour ça. Donc, si le travail n'est pas fait, on doit quand même s'interpeller. Maintenant, la question des médecins qui n'ont pas... cette année, il n'y a pas eu un recrutement. À ce niveau, nous disons que le DIRCAP l'a déjà signifié. Dans le pays, là, je pense que le chef de l'État l'a répété la fois passée devant les formations politiques. La responsabilité de tout un chacun de nous. Quand on arrête des djihadistes, on vérifie, on trouve que c'est des gens qui ont fini l'université. Et que dans l'interrogatoire, il dit que c'est parce qu'il est dans un pays
où tant que tu n'as pas un bras long, tu ne peux plus avoir un concours de la fonction publique. Si tu n'as pas une entrée à quelque part, tu ne peux pas obtenir un dossier normalement. Et par conséquent, lui qui est de père, cultivateur et mère ménagère, qui a trimé pour avoir même des diplômes au niveau de l'université, il finit, il constate que sur le terrain, il n'y a pas d'égalité. Une violation flagrante de l'article 1 de la Constitution de 2 juin 1991. Donc, s'il est assis, ça veut dire qu'il se sent abandonné par l'État, par son pays. Mais quelqu'un qui vient lui demander, lui donner, proposer quelque chose à la fin du mois, en prenant une arme, il va partir. Donc, on vient dans un système, on constate qu'on utilise des termes mesures nouvelles. Parce que Bassolma est ministre, il a la possibilité de consulter des dossiers, ouais, 2 enfants, 2 cousins, 2 nièces, 2 neveux, il introduit de par son poste et puis on intègre dans la fonction publique. Ah bon, mais au Burkina là, qui n'est pas l'enfant de Bassolma? Qui n'est pas la nièce de Bassolma? Qui n'est pas le neveu de Bassolma? J'ai dit, ceux qui estimaient avoir des bras longs, leurs bras longs seront désormais des bras courts. Personne ne va introduire un dossier. Si l'enfant de Bassolma veut faire un concours, il va s'allier comme tout le monde, s'il n'a pas le niveau qu'il échoue. Parce que la fonction publique, on doit recruter de la graine patriotique bien formée pour servir l'État. Ce n'est pas un dépotoir. Il faut que ce soit clair. Donc, deuxième niveau, on félicite ceux qui font des écoles privées pour avoir des diplômes. Il faut les féliciter. Ça veut dire qu'ils recherchent. Mais ça veut dire que quand je m'en vais faire aussi l'école privée, il n'y a pas un engagement de dire, moi j'ai fini ma formation, il faut que l'État m'intègre forcément. Y a-t-il un contrat? Là où l'État doit se battre, il faut que les diplômes qui sont délivrés soient acceptés. Deuxièmement, il faut que l'intéressé soit accompagné même s'il veut s'installer à titre privé. Là, en ce moment-là, ça doit y être. Mais maintenant, au lieu de l'annuler, nous disons, il faut vérifier pour voir est-ce que ces recrutements se faisaient correctement. Même si c'est pour recruter ceux qui ont déjà fait les écoles privées là. Est-ce qu'il y a égalité de chance? Est-ce qu'il y a justice? Est-ce qu'il y a transparence? Voilà pourquoi nous avons mis une structure en place pour auditer cette façon de faire. Parce que les mêmes qu'on recrute par les parenthèses, ce sont les mêmes qui vont dire aux autres qui n'ont pas ces bras longs-là, voilà comment moi je suis rentré. Pourquoi on a porté plainte en justice? Parce qu'on entend par-ci, par-là, oui, il y a des gens qui ont récolté des numéros de récépissés, des gens ont fait des photocopies de récépissés. La justice fera son travail. Si toi tu as publié pour dire qu'on a ramassé des récépissés, si c'est faux, tu vas répondre. Si effectivement des récépissés ont été ramassés, ceux aussi qui les ont ramassés, on va mettre la main sur eux, ils vont répondre. C'est ça aussi la constitution d'un état de droit. Ça ne se fait pas dans le cadre des sentiments. Et ces questions de concours, voilà pourquoi nous avons dit que tous ceux qui sont des retraités, c'est pas qu'on fait la chasse aux sorcières aux retraités. Si moi je suis à la fonction publique, je suis parti jusqu'à la retraite, j'ai une pension, et puis je m'assois, je suis à la retraite, parce que mon ami, celui qui est devenu ministre, il m'appelle à la retraite pour dire, bon, reviens occuper tel poste, parce qu'on est du même parti politique. Et quand tu veux demander pourquoi il est là, ça veut dire qu'il a un salaire de pension, il a également son salaire de contrat nouvellement signé en tant que retraité. Quand tu demandes, oui, c'est parce qu'il est très compétent, s'il n'est pas là, l'administration ne pourra pas avancer. Ah bon, au cimetière, il y a des compétents qui sont couchés là-bas. Qui lui a dit, il dort là, qui va se lever le matin. Et j'ai dit même l'État devait signer un contrat avec toute personne qui porte un poste de responsabilité, si je gère le poste de responsabilité jusqu'à ma retraite, et je n'ai même pas pu former autour de moi un jeune, 2 jeunes, qui soient capables à tout instant de me remplacer, c'est de la criminalité étatique. Tu devais t'arrêter. Tu dois rendre compte. Pourquoi? Vivre pendant des centaines de jeunes, toi tu n'as pas été capable de former quelqu'un pour te remplacer. Et j'ai dit, mais les contrats que vous envoyez, on dit, si je touche, j'ai une pension de 500 000. C'est très bien, je dois être félicité. Mais si tu viens encore, tu dis, le contrat on n'a pas signé parce que toi tu n'es pas d'accord avec ce qu'on te propose. Tu demandes combien on te propose, tu dis 1 400 000. Tu dis d'accord, envoie les preuves que tu touchais 1 400 000. Tu vois, le retraité, il se lève, il va, il fabrique des papiers, il vient pour dire voilà ce qu'il touche. On arrive à la CNSS ou à la Carrefour, ça n'a jamais existé. Je dis, mais vous voyez, quand on va te mettre aux arrêts, il y aura une crise cardiaque à quelque part, on va dire qu'on a tué quelqu'un. Pourtant, on n'a tué personne. La personne ne s'est tuée. Voilà comment le pays là fonctionne et c'est très grave. Mais il faut avoir du courage pour faire face. Ce n'est pas des questions de basier seulement, ce n'est pas la question du SG du DURCAP. Il faut prendre des actes courageux qui permettent à la jeunesse d'avoir de l'espoir.
Parce que quand Bassolma, en tant que retraité, est capable d'aller fabriquer des papiers, oh, j'ai des enfants, j'ai des arrière-petits-enfants. Quelle moralité, quelle exemplarité je donne à la jeunesse? Donc voilà pourquoi les concours, mesures nouvelles ont été suspendus. Il y a effectivement des gens qui sont venus au ministère, se plaignent hier, oui, et ils croyaient que ça allait être lancé, ça n'a pas été lancé. Ils disent, si toi tu es un médecin, c'est ta façon de te comporter, c'est que je dois commencer à pleurer. Dans ce comportement, tu dois tenir des seringues, c'est très grave. Il faut être ordonné, il faut suivre les choses. J'aurais pu comprendre que vous cherchez à savoir pourquoi c'est suspendu. On va vous expliquer. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui serait content de voir des jeunes qui sont dans la rue qui ne travaillent pas. Donc ces éléments-là, il faut les éclairer. Et l'avant-dernier élément, et là aussi le DURCAB et les autres ont pu apporter des réponses, c'est de vous rassurer que quelqu'un qui ne communique pas, ne va pas oser laisser son propre numéro même sur la toile. Je ne pense pas. Et il y a eu même des réactions pour dire, en fait, tu te mets en danger. Communiquant ton propre numéro, tu te mets en danger. J'ai dit, moi, je n'aime pas les dangers, mais quand il y a le danger, j'aime que ça. Je suis là pour servir. Pourquoi je vais servir des gens et avoir peur des mêmes gens de m'approcher? De toute façon, en dehors des BISA qui appellent quand je décroche, que c'était pour essayer de voir si ça marche. Toi, tu es où? Tu vas essayer de porter à voir si ça marche. Bon, c'est pour dire que la collaboration là, il n'y a pas, parce qu'on ne doit pas venir collaborer, c'est pas une question de clan, c'est pas une question d'individu, c'est une question d'État, c'est de faire en sorte que même après vous, les choses puissent aller de l'avant. C'est ce qu'on recherche. Tout ce qu'on est en train de faire là, que ce soit la lettre circulaire pour suspendre les mesures nouvelles, que ce soit le fait de dire la vérité à des retraités, il faut laisser céder la place à la jeunesse, ainsi de suite. Mais ne croyez pas que tout ce qui est en train d'être fait, les gens sont contents. Il y a des gens qui estiment qu'on a mis un pied dans leur plat, du sable dans leur plat. Ce n'est pas évident que chaque matin ou la nuit, ils ne vont pas consulter pour déposer 3 colas pour qu'il y ait encore un autre putsch afin que Bassolma parte. Et voilà ce que j'avais à vous dire. Vous félicitez pour le travail qui est abattu par la presse. Vous invitez à beaucoup de courage. Mais nous qui sommes à un certain niveau d'âge, on doit avoir le courage de s'oublier et servir la jeunesse. La jeunesse gronde, ça ne va pas. À travers le comportement, ça ne va pas. Donc de ce point de vue, il faut assainir. Mais pour assainir, il faut commencer par soi-même. Vous croyez que moi, je n'ai pas des gens à introduire si on faisait des ouvertures? Non, ils sont là. Mais il faut éduquer la jeunesse et montrer aux enfants du même peuple-là qu'ils sont tous égaux en droit. C'est ce qu'on va faire. Et justement, il faut qu'on continue à améliorer. C'est la critique à travers la presse, à travers l'opinion, qui nous permettra de nous améliorer. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire.